L'ENA, pourquoi tant de haine? Documentaire signé Émilie Lançon. Alors, est-ce cette haine qui a tué l'école? Le fait est qu'elle n'existe plus, en tout cas sous cette forme aujourd'hui. Le 1er janvier dernier a donc été créé l'INSP, Institut National du Service Public. Et on va en parler avec nos invités. Vincent Delahaye, bienvenue. Vous êtes vice-président du Sénat, sénateur centriste de l'Essonne, président de la commission d'enquête sur les mutations de la haute fonction publique. Frédéric Thiriez, bienvenue à vous également. Vous êtes avocat, ancien membre du Conseil d'État, ancien énarque vous-même. Vous êtes l'auteur du rapport sur la haute fonction publique qui a inspiré Emmanuel Macron dans ses réformes et notamment sur la suppression de l'ENA. Damien Zaverznik, bienvenue à vous. Vous êtes administrateur territorial dans la haute fonction publique. Vous êtes coprésident de la Cordée, c'est une association qui promeut la diversité sociale dans les secteurs publics et parapublics. Jonathan Picavet-Giorgi, bienvenue à vous également. Vous faites partie des derniers énarques, les tout derniers. Vous êtes diplômé de la promotion Aimé Césaire 2020-2021 et vous avez rejoint l'inspection générale de l'administration en tant qu'inspecteur en octobre dernier. Merci à tous les quatre. On va revenir sur ce film qui montre très bien les différents tournants qui ont pu entacher l'image de cette école et qui l'ont tuée à petit feu, disons-le. L'entre-soi politique, les ambitions démesurées, le pantouflage. Vincent Delahaye, il y avait un vrai problème avec l'ENA. C'est vrai qu'on a l'impression que ce qui a été dit il y a déjà quelques années reste valable aujourd'hui. On a toujours l'impression qu'il y a la dénonciation du classement, des grands corps, de l'absence de diversité sociale. C'est des choses qui reviennent en boucle et qui sont encore valables aujourd'hui. Alors, on a du mal à y voir clair. On a du mal, en dehors du changement de nom. On va peut-être plus appeler les énarques, mais plutôt des INSPARC. Là, vous parlez de l'INSP, oui. Mais si vous voulez bien, on parlera de cette école, évidemment. Mais d'abord, sur l'ENA, pour vous, il y avait un problème, il fallait y mettre fin? Moi, je pense qu'il fallait la faire évoluer. Mais comme tout, rien n'est parfait dans ce bas monde. Et l'école avait ses défauts, a ses défauts. Et je pense que les défauts viennent aussi du fait que les énarques sont surreprésentés à un certain niveau de l'État. Surreprésentés par rapport à ce qu'ils sont, à ce qu'ils représentent. Et moi, je me pose des questions quand même sur la nécessité de maintenir une école comme celle-là. Au Sénat, nous, on recrute nos administrateurs sur concours. Et on a de très bons administrateurs qu'on forme nous-mêmes. Voilà. Est-ce que l'État ne pourrait pas faire la même chose, en fait, à un moment donné, et qu'on n'ait plus forcément 100 individus qui soient bien identifiés, dont une vingtaine qui vont dans les grands corps. Je pense que ça, c'est un vrai problème. Ce sera intéressant de se reposer la question dans quelques instants sur la formation de la haute fonction publique. Frédéric Thiriez, encore une fois, l'ENA, est-ce que cette école a été victime d'un procès injuste? Est-ce qu'on n'est pas allé un peu dans la caricature? Oui, et moi je voudrais un peu essayer de dédramatiser le débat autour de l'ENA. L'ENA a eu et a encore des mérites. Il ne faut pas les oublier. Ça a été un grand progrès en 1945. On a créé une fonction publique unifiée, en supprimant tous les anciens petits concours dans tous les sens où la cooptation régnait. On a une école sur le principe de la méritocratie. Et ça nous a donné des hauts fonctionnaires qui, il faut quand même le dire assez fort, qui sont des gens compétents, intègres, c'est quand même une qualité fondamentale, et qui sont très dévoués au service public parce qu'ils sont mal payés. Donc, il ne faut jamais oublier les mérites de l'école. Après, elle a pourtant, elle a été critiquée, elle a disparu. Elle a été critiquée, mais il est normal que la République s'interroge sur l'efficacité de son système de recrutement et de formation de ses hauts fonctionnaires. C'est tout à fait normal. Ça fait 50 ans que les gens les plus intelligents formulent des critiques sur le système de l'ENA. Pas de démocratisation véritable, conformisme idéologique, privilège des grands corps, etc. Il fallait simplement avoir le courage de mettre les pieds dans le plat. Plein de présidents de la République ont dit « Ah, il faut supprimer l'ENA ». Il y a eu des tentatives de réforme. Oui, mais en fait, on n'a rien fait, il faut être honnête. Et Emmanuel Macron a eu au moins le courage de dire « il y a un problème ». Et alors, on ne supprime pas l'ENA. C'est pour ça que je veux dédramatiser à nouveau. Il n'est pas question de supprimer l'ENA. Le nom a disparu. École nationale d'administration connue dans le monde entier a disparu. Alors, disons que l'ENA est profondément réformée, dans le sens, en gros, que je proposais, donc je suis assez content, et elle change de nom. Bon, alors, c'est pas la fin du monde, parce que comme le président vient de le dire très justement, le président Macron aurait très bien pu supprimer carrément l'ENA. Ça veut dire, comme font beaucoup de pays étrangers, comme fait l'Union européenne,
comme font les assemblées parlementaires, il n'y a pas d'école de formation initiale. On recrute par concours et on commence directement à travailler. C'était possible. C'est pas ce que j'ai proposé, parce que je pense que c'est bien d'avoir une formation initiale de nos jeunes. Et on verra pourquoi dans un instant, parce que ça aussi le documentaire le rappelle. Jonathan Picavet-Georgie, à un moment donné dans ce doc, Jean-Pierre Chevènement parle de fils à papa, très ambitieux. Ça a été dur pour vous, ou vous êtes reconnu dans ce portrait, ou vous avez reconnu des camarades dans ce type de portrait? C'est vrai qu'il y avait des dérives? Des camarades, non. Alors, fils à papa, vous voyez, moi je fais partie des 3-4% d'ouvriers de la promotion de l'ENA. Mon père était chauffeur routier, j'en tire aucun mérite à titre personnel, il m'a soutenu, il m'a aidé, mais c'est un fait. Donc il y a une partie de diversité. Par rapport au discours de Jean-Pierre Chevènement, je trouve qu'il y avait deux moments qui sont intéressants. Souvent, le procès fait à l'ENA, c'est en réalité celui de l'enseignement du système éducatif français. Si on prend quelques chiffres, vous avez 35% d'enfants d'ouvriers au bac pro, ça descend à 25% dans la filière technique, 15% en filière générale, 10% à l'université, 5% dans les classes prépa et 2-3% dans les écoles normales supérieures. Ça ne veut pas dire circuler, il n'y a rien à voir, l'ENA n'y a pas sa place dans cette critique-là. Mais ça veut dire qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps et voir sur quels critères on sélectionne les gens et comment on peut aller vers les populations qui sont les plus éloignées. Après, il faut comparer aussi à ce qui entoure l'ENA. Aujourd'hui, vous avez d'autres grandes écoles, elles rencontrent les mêmes difficultés, vous avez à peu près les mêmes statistiques à Polytechnique, à l'INET, dans toutes les grandes écoles de services publics. Par ailleurs, dans ce paysage-là, l'ENA ne démérite pas, parce qu'il y a différentes voies d'accès. Je suis issu du concours interne, donc des gens qui ont déjà travaillé. Troisième concours, après 8 ans d'expérience dans le système associatif ou dans le privé. C'est-à-dire que vous avez des gens qui raccrochent les wagons. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais donc, en termes de boursiers, par exemple, l'ENA a 32% de boursiers dans ses promotions, c'est 30% en master dans le reste de l'université. Donc il y a des éléments positifs. Et par rapport à l'étranger, très rapidement, il y a les mêmes biais sociaux, sauf qu'en plus, il y a un mur de l'argent. Aujourd'hui, en Angleterre, pour entrer dans la haute fonction publique, c'est 80 000 € à Oxford. États-Unis, 100 000 $. Donc il faut voir que ça nous paraît transparent en France parce qu'on y est habitué, mais il y avait cette qualité-là. C'est vrai qu'il y a des choses, finalement, quand on entend Jonathan Picavet-Georgie, il y avait des choses très intéressantes dans l'ENA. Est-ce que pour vous, elle était justifiée, alors on ne va pas parler de suppression, mais alors cette transformation en profondeur? Ce qui est intéressant, c'est de voir le point d'origine. Moi, je ne savais pas que c'était une idée du Front populaire qui avait souhaité créer une école pour essayer d'avoir une haute fonction publique qui soit protectrice de la République. On a vu que ça n'a pas totalement fonctionné à court terme, et donc c'est ce qu'a repris le général de Gaulle à la création. Ça vous plaît plus? Non, mais on voit bien que le projet initial, c'était d'avoir finalement une cheville ouvrière de l'administration qui soit dans un prisme républicain et qui soit déconnecté des élites aristocratiques. Et de ce point de vue, le documentaire est assez cruel, puisqu'on voit qu'assez tôt, finalement, on retrouve un peu le point de départ, où, parce que, ça vient d'être dit, on a ce problème de mobilité sociale en France qui est particulièrement marqué, on se retrouve finalement avec une haute fonction publique qui n'est pas très différente de la haute bourgeoisie. Au travers d'abord. Et donc, c'est là qu'on tombe sur un problème qui, pour le coup, est peut-être spécifiquement français, avec d'une part un État qui est très fort, une place de la fonction publique qui est elle-même très forte, et qui du coup est complètement démultipliée par ce manque de représentativité sociale dans les plus hautes sphères du pouvoir. Et ça n'est pas possible si on veut avoir une haute fonction publique qui soit à la fois à l'image de la société, mais qui aussi sache participer à une gestion démocratique qui inclut les classes populaires dans la mise en place des projets politiques. Juste, il y a un petit oubli dans le documentaire. C'est un peu dommage, parce que vous avez raison, Front populaire, 36. Mais non, avant 1848, il y a eu une école nationale d'administration. C'est extraordinaire. Avec ce nom-là, École nationale d'administration. Elle a duré 1 an parce que c'était là aussi un projet, je dirais, progressiste et républicain. L'école a duré, il n'y a eu même pas 2 promotions. Et la droite, lorsqu'elle est revenue au pouvoir, a évidemment supprimé. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites. Ça remonte encore plus loin. La notion d'ENA, c'est une idée républicaine. C'est une belle idée au départ. Et vous parliez d'un documentaire cruel, et moi je parlais de tournants effectivement qui vont faire du mal à l'image de l'école. Le premier tournant, c'est 1974, avec l'entrée d'un énarque à l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing, et ce langage, disons-le, un peu technocratique. Regardez. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Avec son élocution jugée hautaine, son français châtié et ses explications savantes, Giscard ne tarde pas à être assimilé à une caricature de technocrate. Ses causeries au coin du feu, avec son petit tableau,
n'aide pas à changer son image. Il s'agit là de la production en termes physiques, des quantités produites. Comment se situe le chiffre de la France? Alors oui, on en sourit, mais quelque part, Vincent Delahaye, est-ce que c'est vrai que cette école déconnectait les hauts fonctionnaires de la vraie vie, de la vraie France? Oui, on peut toujours être déconnecté un peu partout. Hein. C'est le grand parfois reproche. Au Sénat, on est déconnecté, alors qu'en réalité, on vit aussi. Moi, je vis dans une commune dont j'ai été le maire, et je reste connecté. Mais ça dépend des personnes, et je pense qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc c'était caricatural de dire que ça les déconnectait, qu'ils étaient déconnectés, avec ce langage. Moi, je pense que c'était Giscard qui arrivait, c'était le premier qui arrivait à l'Élysée. Effectivement, il a entraîné avec lui pas mal d'autres énarques. Et c'est là où il y a peut-être un dévoiement quand même. Hein. On formait des hauts fonctionnaires, et ces hauts fonctionnaires, finalement, on les a retrouvés en politique, alors parfois à la tête de grandes entreprises. Et ça, c'est le deuxième tournant. Parce que ça, c'est le deuxième tournant avec François Mitterrand, tout à fait. Et les énarques deviennent des grands patrons. Même si ça reste une minorité, parce que ça reste une minorité en nombre. Mais en réalité, ils occupent quand même des postes stratégiques en nombre. Quand on prend les grands postes stratégiques de l'État, alors j'ai pas les pourcentages, hein, j'ai pas retenu les pourcentages, mais je pense qu'il y a un pourcentage d'énarques quand même très important. Et c'est ça qui peut susciter un peu des questionnements. Mais c'est pas normal qu'une école d'élite forme la future élite. La future élite, oui, mais enfin, moi je trouve que c'est pas forcément normal. C'est pas forcément normal. Il y a une diversité de formation en France, et je pense que l'administration aussi pourrait bénéficier de cette diversité de formation. Est-ce que c'est pas d'ailleurs à partir de là que commence ce discours anti-élite très français, hein, qu'on connaît bien encore aujourd'hui? Alors les 3 points sur le dernier, pour moi, l'ENA n'est pas une école de l'élite, c'est une école du service public. Et donc vous avez 90% des gens qui sortent de l'ENA, qui continuent à servir l'État de façon complètement anonyme, et tant mieux. Donc je veux dire, c'est pas une école de l'élite. Mais sont-ils connectés? Sont-ils connectés à la vraie vie? Parlent-ils exactement comme les Français? Je ne dis pas qu'il le faut, mais est-ce que c'est le cas? Après, vous avez des codes, je pense que... Pour l'instant, on a l'impression. Voilà, non, mais c'est vrai. La société française véhicule un certain nombre d'attentes. Il suffit d'aller aux États-Unis pour voir que le code vestimentaire est plus relax. Et donc, effectivement, on se fond dans un moule. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que vous prenez pas le métro, que c'est 18 mois, l'ENA, hein? Je veux dire, c'est pas un camp de redressement. Je veux dire, vous rentrez, vous avez une particularité, une couleur, et tout ce que vous voulez, vous en sortez, vous la conservez. Et vous voyez l'image que renvoie Valéry Giscard d'Estaing quand il arrive, quand il est filmé, qu'il parle comme ça. Évidemment, les Français se disent oh là là, mais il ne nous ressemble pas. Est-ce qu'il est représentatif de l'ENA? Moi, je ne le pense pas. Il fait partie des 2 à 3% de gens qui rentrent en politique. Ce n'était pas le cas. Il est aussi polytechnicien. Et moi, ça me fait un peu penser qu'on regarde ces trajectoires prises par la fin au film Nous nous sommes tant aimés. Vous savez, ces 3 amis idéalistes, et puis ils finissent par renier plus ou moins leurs principes. Et il y a Gianni, celui qui a vendu Père et Mère, qui dit nous croyons changer le monde, et c'est le monde qui nous a changé. Ça, c'est des trajectoires de vie personnelles. L'ENA n'a rien à voir avec ça. Frédéric Thierry ? Je trouve qu'on exagère beaucoup le concept ENA égale école du pouvoir, école politique. Ça n'est pas vrai. C'est ce que dit le documentaire. Et là, je vous rejoins. Vous voyez bien, oui, c'est vraiment comme ça qu'il est construit. Statistiquement. Est-ce que vous savez que le nombre de députés énarques, c'est 3% des députés? Intéressant de le rappeler. Et le nombre de ministres, c'est un peu plus, c'est 10%. Donc il y a eu de la caricature. N'exagérons, il y a beaucoup d'exagération. Non. Pour moi, le problème de l'ENA, c'est que nous ne sommes plus en 1945. Le monde a changé, la France a changé, le rôle du haut fonctionnaire, ça n'est plus de pondre 200 bureaux de Bercy, des circulaires, des arrêtés et des décrets. C'est plus ça le rôle du haut fonctionnaire aujourd'hui en 2022. C'est de conduire le changement. Et ça, l'école ne prépare pas à ça. Le changement dans un environnement complexe. Et la formation n'est pas adaptée à ça. Donc on a vraiment un problème de contenu de la formation à l'école. Et l'arrivée dans le privé avec ces nationalisations par François Mitterrand, deuxième tournant en 1981, est-ce que ça fait des énarques, effectivement, des gens qui ont aussi envie de gagner de l'argent? Mais à partir du moment où vous entrez dans une école qui vous confère une forme de titre de noblesse, vous êtes énarque. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir, on vous dit, vous êtes énarque, vous n'êtes pas administrateur civil, etc., dans la carrière. Merci Jean-Pierre Chevènement, hein, c'est lui qui fait le terme, énarque et énarchie. Mais c'était assez logique qu'à cette époque-là, il y ait des mobilités vers le privé. De fait, l'État était assez présent dans l'économie, plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant de noter, et c'est là peut-être qu'on peut parler quand même de dévoiement, on le voit d'ailleurs dans le documentaire, c'est que la vocation du service public, d'être utile aux autres, d'embrasser une carrière qui soit dans les métiers de l'intérêt général. Effectivement, une grande partie, la grande majorité des élèves qui ont fait l'ENA ont continué dans cette carrière. Mais dans l'état d'esprit de la population, et donc du coup aussi dans l'état d'esprit d'un certain nombre de personnes qui se préparaient à ce concours, ce n'était plus la finalité ultime. Et c'est ce sens du service public
qui est probablement nécessaire aujourd'hui de réhabiliter et aussi de retrouver un lien, Frédéric Thériez en parlait, avec d'autres écoles du service public. Aujourd'hui, on a besoin d'une haute fonction publique qui sache gérer les crises sanitaires qui vont être de plus en plus nombreuses, qui affronte la transition écologique, qui soit connectée à la réalité des territoires. Et on ne peut plus fonctionner dans un modèle qui est uniquement centralisé, lié à un État qui était lui-même assez important. Alors, pour que les Français comprennent bien pourquoi l'ENA a été créée au départ, il faut rappeler effectivement ce qui s'est passé dans les années 30 et 40. Et vous l'avez déjà un peu fait, on va aller un petit peu plus loin parce que ce documentaire fait ce rappel historique. Et il est intéressant, je voudrais qu'on le réécoute ensemble, ce passage. Derrière Pétain, une bonne partie du pays se résigne à la défaite, puis à la collaboration. C'est la fin de la République et le début du régime de Vichy. Un régime réactionnaire, anti-républicain, antisémite. Comme Jean Zay le redoutait, la majorité de la haute fonction publique tourne le dos à la République et soutient le maréchal, comme ses préfets en 1943. Et il est là le point de départ de l'ENA, Vincent Delahaye. Est-ce que cette période de l'histoire ne vous convainc pas qu'il faille former absolument une haute fonction publique de qualité au service de l'État et qui puisse être une parade contre la dictature, par exemple? Et moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Il n'y a aucun souci. Quand on essaye de former une fonction publique, une haute fonction publique de qualité, alors nous, on a proposé au Sénat, puisqu'on a une commission d'enquête sur la haute fonction publique, et on avait proposé qu'il y ait une DRH, une vraie direction des ressources humaines pour la haute fonction publique, ce qu'on n'a pas aujourd'hui au sommet de l'État. Et c'est, à mon avis, absolument indispensable, parce que ce qu'il faut aussi, c'est qu'il y ait de la mobilité. C'est-à-dire que les hauts fonctionnaires, ils doivent pouvoir bouger. Ils ne sont pas ad vitam aeternam dans le même corps pour toute leur vie, quoi. Ça peut arriver, mais on a aussi besoin de mobilité. Et moi, je dirais aussi qu'on a besoin de la simplification. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve qu'on est toujours dans la complexité. Alors, effectivement, on disait le changement, gérer le changement, mais il faut aussi essayer de trouver de la simplicité. On a des circulaires, on a des normes, on a des règlements, on a des textes de loi, on cumule des tas de choses. Et ça, c'est la faute des hauts fonctionnaires, vous voulez dire? Moi, je pense que c'est la faute de tout le monde. Et c'est la faute aussi des parlementaires, c'est la faute du gouvernement, on sort un texte qui a un problème. Et quand vous regardez ce qui s'est passé là avec la crise sanitaire dans l'école, dans les protocoles qui ont été envoyés, c'est des choses quand même très technocratiques. Là, on ne peut pas dire le contraire. Frédéric Thériez, c'est fondamental d'avoir une haute fonction publique bien formée, bien structurée. Ah, mais c'est bien pour ça que ne bachote pas, comme le disait Marc Bloch d'ailleurs, en dénonçant aussi ces élites mal. C'est bien pour ça que je n'ai jamais proposé de la suppression de l'ENA et que finalement le président de la République la maintient sous un format différent. Alors, différent comment? Il y a 3 choses à faire. Diversifier le recrutement. Ça, on pourrait y revenir, ça me paraît essentiel. C'est-à-dire donc en termes de catégorie sociale? Mais évidemment, sur le plan social, mais aussi sur le plan géographique et sur le plan des sexes. Hein, il n'est pas normal, je suis désolé, qu'à l'ENA, comme d'ailleurs à l'IX, on est entre 70 et 80% de garçons. Bon. Sur le plan géographique, c'est pareil. Sciences Po Paris, 80% des promotions de l'ENA, ça ne va pas. Donc diversifier. Pour ça, il y a des choses très précises. Multiplier les classes préparatoires destinées aux élèves boursiers. J'ai proposé de les doubler, c'est ce qui va être fait, avec un concours spécial pour ces jeunes, qui sont des jeunes très talentueux, qui n'apparaîtraient pas sinon dans le système, et qui auraient en gros 15% des places au concours. Places qui sont en plus des places actuelles. Mais pardonnez-moi, le premier critère, est-ce que ça ne devrait pas être avoir envie de servir l'État? Quand on voit effectivement ce qui s'est passé dans les années 40. Mais naturellement. Le critère premier, c'est avoir envie de servir l'État. Mais ça, d'abord, pour avoir le courage de faire 1 an ou 2 ans de prépa, pour préparer le concours, et puis ensuite redoubler et repasser encore le concours, il faut être motivé. Oui, enfin le pouvoir peut motiver, hein, avoir le pouvoir peut motiver, l'argent peut motiver. C'est pas le pouvoir tel qu'on l'imagine dans le documentaire. C'est, vous savez, l'adjoint au chef de bureau au ministère de l'Agriculture, c'est pas Valéry Giscard d'Estaing. Hein, c'est un travail obscur, difficile, pénible. Bon, donc diversifier le recrutement, faire appel à des nouveaux talents. Deuxième truc, et là je vous rejoins parce que c'est un collègue de la territoriale, bon sang. Ah, vous voyez, on se connaît. Mais il faut qu'on arrête avec cette séparation. Les énarques, les administrateurs territoriaux, les directeurs d'hôpital, les commissaires de police, les magistrats. Non, moi j'ai proposé qu'on mette tous ces jeunes-là dans j'ai appelé ça un tronc commun. C'est-à-dire que pendant 6 mois,
les futurs énarques, les futurs territoriaux, les hospitaliers, les commissaires de police, les magistrats, les directeurs de prison feront scolarité commune pour apprendre les valeurs, j'y reviens, les valeurs du service public, de l'engagement, etc. Donc il faut décloisonner. Décloisonner. Mais vous ne l'aviez pas tout ça Vous ne l'aviez pas tout cela, Jonathan Picard? Sur le décloisonnement, par exemple, moi je viens de la fonction publique territoriale. Donc il y a aujourd'hui des passerelles. Effectivement, je pense que de plus en plus dans les têtes, les barrières ont tendance à tomber. Moi je souscris totalement à cette idée qu'aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer le sens pour quelqu'un de s'engager dans la préparation d'une école de service public, quelle qu'elle soit. Pour être très clair, si aujourd'hui papa et maman ont l'argent, que la seule envie qu'on ait, au demeurant, parfaitement valable, c'est de faire du fric dans le privé, pourquoi se cogner 1, 2, 3 ans de préparation au concours? Parce que ça ouvre des portes. Mais non, ça ouvre pas plus de portes que de faire... Et Jean-Pierre Chevènement en parle. Si vous faites une business school et que vous voulez devenir auditeur dans un cabinet de conseil, on viendra vous chercher, vous n'avez pas l'aléa du concours, de classement, de tout ce que vous voulez, et vous serez directement formé à votre métier. Donc vraiment, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer que les gens qui préparent les concours veulent servir l'État. Tout est dans tout, dans le sens où la déconnexion, ça voudrait dire qu'on passe 1 an de formation à rien faire et à effectivement pondre de la norme. C'est faux. Après, il faut que chacun soit dans son rôle. Et je pense qu'un des viviers de simplification aujourd'hui, c'est qu'on a lancé la décentralisation en 82. Et aujourd'hui, toutes les études montre qu'on a du mal à vraiment articuler clairement les compétences. Il y a des doublons, on a du mal à faire confiance totalement aux élus pour porter certaines politiques publiques. À l'inverse, les élus se reposent parfois sur l'État comme le payeur en dernier ressort. Donc c'est plutôt là, je pense, en termes d'articulation du central territorial qu'on a des grands progrès à faire. Mais donc ça ouvre plein de perspectives pour les gens qui veulent rejoindre le service public. C'est un appel, Damien Zaver. Oui, moi je voudrais revenir sur 2 choses, puisque effectivement avec l'association L'Accordé, nous on est d'ailleurs issus des classes préparatoires égalité des chances dont parlait Frédéric Thiriez, et on accompagne encore aujourd'hui des jeunes de milieux modestes qui veulent se présenter à ces concours. Et moi, j'ai un message déjà simple à leur passer. C'est qu'il n'y a pas de fatalité à ce que dans ce pays, on n'arrive jamais tout en haut, même quand on s'en donne les moyens. Et ce n'est pas normal que la responsabilité de la réussite ou de l'échec dépende uniquement d'une trajectoire individuelle, d'être dans la bonne prépa, souvent à Paris, d'être au bon moment, bien doté, parce que dans votre famille tout va bien, parce que vous avez les ressources. Ce n'est pas possible que le recrutement de la fonction publique dans son ensemble, et de la haute fonction publique en particulier, dépende de ça. Donc c'est un sujet, c'est un sujet qui est systémique. Pour qui tout ne va pas bien. Déjà, premièrement, et je suis désolé, mais il faut arrêter avec ce discours qui consiste à taper sur le nombre de fonctionnaires depuis des décennies. C'est ce qui baisse dramatiquement l'attractivité de la fonction publique. L'ENA fait figure d'exception. Vous avez une chute des candidats au concours de cadres de la fonction publique qui est dramatique depuis 20 ans. Absolument. Nous sommes en train de perdre des bataillons entiers de jeunes qui ne se tournent plus du tout vers le sens du service public, alors qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est quand même ce qui fait tenir notre société. Deuxièmement, on a un problème en France qui est lié au modèle des grandes écoles. Sciences Po Paris, certaines grandes écoles placent l'immense majorité des admis au concours de l'ENA et globalement dans la haute fonction publique. Ce n'est pas normal que les universités qui accueillent pour le coup une grande diversité sociale dans tous les territoires n'envoient personne. Vous avez aujourd'hui l'essentiel de notre modèle d'enseignement supérieur qui n'est pas du tout connecté au recrutement de la fonction publique. Et donc si on ne change pas ça, après on peut corriger des choses, mais on sera passé à côté de l'essentiel qui est celui d'avoir une réforme systémique du recrutement de la fonction publique et de l'enseignement supérieur. C'est très important, ce phénomène de perte d'attractivité de la haute fonction publique. C'est gravissime. À force de taper sur les hauts fonctionnaires et sur les fonctionnaires, on commence à... Sur le diagnostic, on peut hésiter. Je pense qu'on ne peut pas éviter la question de l'argent. Je suis désolé, il faut être honnête. Quand vous avez 25 ans et que vous vous dites que vous avez un concours très dur à passer et que vous savez que de toute façon, si vous le réussissez, vous gagnerez la moitié de ce que gagne votre petit camarade à responsabilité égale dans le privé, il faut vraiment être motivé. Donc il faut augmenter les fonctionnaires ? Alors, la haute fonction publique. La haute fonction. Alors, est-ce qu'on va pouvoir les augmenter ? J'en doute, mais il y a une autre solution. Et c'est une de celles que je propose, et je crois que le président en a parlé, c'est les carrières. Il faut absolument améliorer la gestion des carrières, avoir une vraie DRH des cadres supérieurs de l'État. Ça, c'est fondamental. Là-dessus, le gouvernement, je crois, l'a mis en place. Elle s'appelle la Dièse, un nom assez sympathique pour les musiciens. Mais ça, c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, l'administrateur civil qui sort de l'ENA, il se retrouve dans son petit bureau
et puis il est abandonné à lui-même. Alors que dans le privé, on vous dit, mon cher ami, dans 5 ans, vous serez à telle filiale à Bangkok, dans 10 ans, vous serez au siège... Oui, enfin, quand ça se passe bien. Pas aussi facilement que ça. Quand il y a une bonne gestion RH, ce n'est pas non plus... L'État est un très mauvais DRH. Et on poursuit l'échange parce que finalement, celui qui va donc porter le coup de grâce à l'ENA, ça n'a échappé à personne, c'est Emmanuel Macron. Il a donc créé l'INSP, Institut National du Service Public, en place depuis le 1er janvier dernier. On a évidemment encore trop peu de recul aujourd'hui pour savoir si ça fonctionne, pour en faire un bilan. Mais la question que pose le documentaire, là aussi, est intéressante. Est-ce que l'ENA n'avait pas commencé sa mue? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà des efforts de fait qui commençaient à porter leurs fruits? Écoutez cet ancien énarque de votre promo, je crois. On est une génération qui est fondamentalement habitée par la question du sens au travail. Ceux qui préparent l'École nationale d'administration, je pense qu'ils sont beaucoup plus proches, en effet, de la génération de 1945 et de cette croyance forte dans le fait que c'est l'État qui va nous permettre d'affronter aujourd'hui les plus gros enjeux mondiaux en matière environnementale, sanitaire, en matière de stabilité financière, en matière de démographie, des défis démographiques aujourd'hui que nous vivons. C'est vrai ça, Jonathan Picavet-Georgie. On se demande même du coup si la réforme n'arrive pas au mauvais moment. Finalement, est-ce que l'ENA n'était pas en train d'évoluer dans le bon sens? En tant que fonctionnaire, je suis tenu à un devoir de réserve. La réforme a été actée par construction, elle est légitime. Surtout en période électorale. Alors, pas de... Donc effectivement, je suis d'accord avec la personne qui parlait, qui était de la promo d'avant. D'accord. On retombe sur la question du sens. Et je trouve que l'arc du documentaire est assez beau. C'est-à-dire que vous avez, sans tomber dans la naïveté, je pense aujourd'hui un discours de motivation chez les gens qui préparent les concours, qui rejoint ce ferment Front populaire, parce qu'il y a eu la crise de 2008. On est dans une sorte de crise permanente, parce qu'effectivement... Tout est peut-être abordé sous ce prisme-là, mais aujourd'hui, vous avez des gens qui s'engagent parce qu'ils se disent c'est là aussi que ça se passe. Rejoindre le ministère de l'Intérieur, pour beaucoup des gens de ma promo, c'était être dans le régalien, c'est être dans le républicain, c'est être dans la tenue du territoire et c'est être au contact, comme les élus locaux, à portée d'engueulade. Et je veux dire, ça, c'est quand même quelque chose qui vous forge. Et donc, moi, je suis en désaccord total avec la personne qui était d'ailleurs surdouée, qui avait fait X à 17 ans, qu'on voit dans le documentaire. Payez-vous un énarque. Moi, j'ai fait l'ENA simplement pour poursuivre mes études en étant payé. Ça met on est sur des planètes totalement différentes. Alors, il y a peut-être des gens... Donc, pour vous, l'esprit de 45 était de retour, là? Mais je pense qu'il n'a jamais vraiment disparu. Et après, ça dépend par qui il a été porté. Et effectivement, on en revient sur la représentativité des gens auxquels on associe l'ENA. Je ne suis pas sûr que les 4 présidents, les X premiers ministres soient des gens qui représentent l'éthique, l'éthos qu'avait l'institution. Parce que c'est intéressant, vous avez parlé de crise et ça a été aussi l'argument avancé par Emmanuel Macron lorsqu'il annonce très officiellement la suppression de l'ENA, je crois que c'est le 8 avril 2021, et il dit ceci: il y a 75 ans, notre pays épuisé sortait de 2 guerres, avec devant lui le défi immense de la reconstruction. L'ENA fut créée, dit le président. En 2021, notre pays fait face à une pandémie historique. Notre devoir est de savoir y répondre avec le même sens de l'histoire. Sous-entendu, et même plus que sous-entendu, la crise Covid justifie aussi que nous réformions la formation de la haute fonction publique. Qu'en pensez-vous? Je vous vois faire des grands yeux. Non, mais je ne pense pas que ce soit la crise sanitaire et la gestion de la crise sanitaire qui impose cela. Je pense qu'il faut se réfléchir, et on réfléchit depuis un petit moment, et l'évolution de l'ENA a commencé avant, effectivement, que Emmanuel Macron annonce sa disparition. En fait, on fait disparaître le nom. Là, pour l'instant, on ne fait pas disparaître l'école. Avec des changements quand même, Frédéric. Non, mais que l'école puisse changer, mais il y a eu des changements avant. Et c'est normal qu'on réfléchisse et qu'on fasse évoluer un certain nombre de choses. Donc, on constate au fil du temps que finalement les problèmes sont les mêmes. L'ouverture sociale, les grands corps, le classement. Laissons le temps à l'INSP peut-être de faire ses preuves. Ah non, mais tout à fait. Mais pour moi, c'est qu'un changement de nom pour l'instant. Voilà. Et l'argument honnêtement, je ne l'analyse pas comme une suppression de l'ENA. Vous dites suppression de l'ENA, le président de la République l'a utilisé aussi. Pour moi, l'ENA n'est pas supprimée. L'ENA est transformée peut-être. L'ENA change de nom. Mais on reste avec une école de formation des hauts fonctionnaires français. Voilà. Et l'argument selon lequel une crise historique justifiait une réforme profonde de la formation des hauts fonctionnaires? Il y avait besoin de changer. Néanmoins, ce n'est pas vrai que l'ENA n'avait rien fait. Et puis, beaucoup de gens se sont interrogés sur la meilleure manière d'améliorer les choses. Il ne faut pas croire que tout le monde est resté dans son coin en attendant que ça leur tombe dessus. Ce serait un mauvais procès. Par contre, effectivement, là où je rejoins le propos précédent, c'est que peut-être que les changements les plus importants sont devant nous. Au sens où quelque chose a été laissé de côté pour l'instant, qui me semble absolument nécessaire du point de vue de qui on veut recruter et sur quelles compétences on veut aller chercher des gens, c'est la question du concours, qui à ce stade n'a pas vraiment bougé. On a gardé à peu près les mêmes épreuves, elles ont évolué, mais nous n'avons pas eu à ce stade, et c'est vrai d'ailleurs de beaucoup d'autres concours de la fonction publique, de vrais débats sérieux
avec potentiellement des scientifiques, des sociologues, qui analysent vraiment qu'est-ce qui est discriminatoire, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelles sont les compétences qui sont recherchées par les employeurs publics au regard des crises de demain. C'est-à-dire, il faudrait quel type de concours, sur quelle matière, sur quelles compétences alors? Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on aborde ce sujet-là, chacun va dire il faut la culture générale, il la faut pas, il faut tel truc, tel truc. Mais votre avis à vous alors, puisque vous êtes dans l'association L'Accordé, vous avez une idée? Oui, mais justement, je pense qu'on ne donne pas assez de poids à tout ce qui est de l'ordre des compétences qui peuvent être des compétences de gestion d'équipe, de compétences de gestion de crise, des choses qui sont liées au vécu. Au tempérament Pas forcément au tempérament, mais à ce qui est de l'ordre des relations humaines qui font qu'au moment donné, quand vous êtes dans une crise ou quand vous avez encadré des personnes, vous allez plus ou moins fonctionner. On est en France, et l'ENA est un peu le symbole de ça, dans une logique de survalorisation des titres scolaires en permanence, et donc vous avez, malgré les quelques ajustements qui ont été faits, une prime qui est donnée à celui qui va faire une super copie de culture générale. Et c'est pas, je dis pas qu'il faut enlever tout à fait le lien avec l'histoire, avec les matières qui peuvent être des matières académiques, mais on a encore aujourd'hui ce travail qui est devant nous, et moi je pense que ce serait utile d'ouvrir ce débat sereinement, en consultant peut-être aussi les gens qui sont passés par la préparation au concours et voir ce qui a vraiment fonctionné ou constitué un frein du point de vue de l'ouverture sociale. Quelqu'un qui sait gérer les crises, c'est quand même compliqué dans un concours. Comment vous faites? Oui, mais typiquement, aujourd'hui, on recrute quand même des gens qui vont après passer 40 à 45 ans de carrière dans la fonction publique. Et globalement, vous êtes ensuite challengé au moment d'un entretien de recrutement, mais comme vous avez le portefeuille du concours dans votre poche, d'une certaine manière, on va moins vous pousser que dans d'autres systèmes du privé ou même de la territoriale où vous êtes examiné sous toutes les coutures. Il faut aller plus loin là-dedans. Peut-être bémol, quand on devient préfet ou on entre dans le corps préfectoral après l'ENA, on est challengé tous les jours. Et je veux dire, on est là, il y a aussi des compétences qui s'acquièrent en faisant. On ne peut pas demander à des gens de préparer un concours en ayant un habitus et des méthodes professionnelles. Enfin, c'est cursus normal. Je mettrais juste un bémol, même si je suis totalement d'accord avec l'idée de réflexion sur le concours. Pour l'avoir un tout petit peu observé au Canada, il faut faire attention aujourd'hui à la petite musique du bas du CV. Qui est porté en disant on devrait interroger les gens sur la capacité sportive, est-ce qu'il a fait du saxo, est-ce qu'il a fait... Parce que là, il n'y a pas plus discriminant, parce que vous avez une stratégie familiale qui vise à investir ces compétences-là, et ces compétences-là, elles sont liées à, j'allais dire, un délit d'initié culturel et surtout à un coût. Tout le monde ne peut pas envoyer son gamin au conservatoire, faire du sport dans tel club, donc il faut être hyper vigilant. On a un système qui est perfectible, mais il a aussi, quand on le compare au niveau international, une capacité à être assez équitable. Après, la question, c'est plutôt comment on va vers les gens qui veulent présenter ces concours et on décode. Et comment on évite l'autocensure aussi, ceux qui s'interdisent même de juste y penser. Totalement d'accord. Nous, on intervient dans le cadre de la scolarité et après, auprès de jeunes. Moi, j'encadre 2 gamins qui sont à Paris 2 dans le cadre talent. On va aussi dans des lycées de gens qui veulent entrer à Sciences Po Paris. Et effectivement, vous avez toujours 2 bouts dans la sociologie. C'est Bourdieu, les faits sociaux, et on ne pourra pas les changer du jour au lendemain. Et vous avez Boudon, qui est l'idée d'autocensure. Et là, je pense qu'il faut mettre le paquet là-dessus, parce qu'à court terme, c'est complémentaire, mais à court terme, c'est là-dessus qu'on peut agir en priorité. Frédéric Thiriez, il y a une réforme qui est prévue ou pas? Mais bien, enfin, oui. En tout cas, moi, j'avais proposé un changement profond des épreuves, avec des choses assez précises. Ça a été retenu ou pas? Je pense que ça a été retenu, mais je pense qu'il faut que la nouvelle directrice de l'INSP revoie tout ça. Mais enfin, on sait ce qu'il faut faire. Bon, d'abord, actuellement, à l'ENA, il y a, sauf erreur, 11 épreuves au concours. Absurde. Donc il faut diminuer le nombre d'épreuves et arriver à un truc un peu plus sérieux. Après ça, il y a les épreuves d'un genre académique totalement surannées. Par exemple, la dissertation de culture générale en 2 parties, 2 sous-parties. Non, je suis désolé, mais ça, c'est pas digne du 21e siècle. Hein, la disserte de Sciences Po, 2 parties, 2 sous-parties. Y a-t-il encore des héros? Non, ça, je suis désolé. Donc il y a d'autres choses à faire, beaucoup plus intéressantes. Des notes sur dossier avec accès libre à Internet, sur un problème Certains du monde. diront qu'on abaisse le niveau, qu'on... Non, on n'abaissera pas le niveau, au contraire. On le rendra moins académique et plus opérationnel, hein, avec un travail sur dossier, résoudre un problème, etc. Autre exemple, les tests psychotechniques et de personnalité. Mais ça me paraît indispensable quand on va être amené à gérer des équipes d'hommes et de femmes. Pour tester un peu la capacité de résistance et les qualités humaines du bonhomme. Après, deuxième, pardon, je peux être long, la scolarité, c'est fondamental. Aujourd'hui, malgré les efforts qui ont été faits, il y en a eu, c'est vrai, mais trop peu. L'ENA, c'est un instrument de classement et pas une école de formation. Ça, je suis désolé, c'est la réalité. C'est-à-dire que tout est destiné, pendant les 2 ans et demi... Donc on supprime le classement? Alors, c'est évidemment ce que j'ai proposé.
de façon à ce que les élèves s'investissent plus dans les matières qu'on veut leur enseigner, même si elles ne sont pas forcément des épreuves de classement. Ça me paraît indispensable. On tombe sur le problème des grands corps aussi, hein, qui polluent totalement, je dirais, la scolarité. Donc, supprimer le classement. Au début, le président avait l'air très réticent là-dessus. Elle est encore dans le flou, cette école, ou pas? Vous savez ce que vous avez proposé, vous savez à peu près ce qui a été retenu? Je sais à peu près ce qui a été retenu, et on s'oriente vers la suppression du classement. Et après, problème des grands corps à régler à part. Je crois que la solution retenue par le gouvernement est bonne, c'est-à-dire on n'accède pas aux grands corps juste à la sortie de l'école, mais quelques années après, une fois qu'on a eu l'expérience de l'administration active. Allez, le mot de conclusion pour Vincent Delay, est-ce que, à la lueur de tout ce qu'on vient de dire, finalement, vous êtes plus optimiste sur l'INSP, l'Institut national du service public, la nouvelle ENA? Moi, je ne suis pas plus optimiste. Je pense que c'est un sujet qui est encore sur la table. Et on l'a dit en discutant, et on voit bien que Frédéric Thiriez, qui a fait beaucoup de bonnes propositions, ne sait pas aujourd'hui si elles sont reprises ou pas, et si elles sont mises en œuvre. Moi, je pense qu'il faut réfléchir. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faille écarter complètement l'hypothèse de supprimer complètement cette école et de créer vraiment des concours spécifiques, peut-être pour les grands corps, peut-être pas d'administrateurs de l'État. Et on s'arrêtera sur cette hypothèse ou cette idée, cette perspective. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Un Monde en Doc. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.